transition, il y a un thème qui émerge dans l'actualité, c'est effectivement, faut-il garder cette monnaie unique européenne et il semble y avoir un certain consensus parmi des libéraux comme Philippe Simoneau, qui sort un livre avec Strauss-Kahn en couverture où il dit il faut sortir de l'euro, et que c'est ce que Strauss-Kahn, élu président de la République en 2012, fera, parce qu'il n'aura pas le choix. D'autres, des souverainistes comme Nicolas Dupont-Aignan, maintenant l'appelle très clairement à la sortie de l'euro, et puis Marine Le Pen qui s'est ralliée à cette thèse également. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable déjà? Oui. C'est délicat, bien entendu, parce qu'il s'agit de... Pardon, je réponds avant vous, mais juste un mot. Il s'agit de donner à la nouvelle monnaie une force suffisante sur les marchés. Bon. S'il s'agissait d'un petit État, ce serait hautement problématique. Est-ce que la France, moi je réponds oui, est une puissance industrielle, économique, une puissance de service, a assez de richesse pour donner une existence à sa monnaie? Je crois qu'on peut répondre oui. On parlait de la Suisse tout à l'heure. La Suisse a une monnaie, sa puissance économique n'est pas comparable à la puissance économique française, malgré tout, aussi vaillante soit-elle, la Suisse. Donc je pense que c'est une mesure à prendre, évidemment, sans précipitation, peut-être en concertation avec d'autres pays qui seront obligés, surtout des pays latins, à mon avis, de sortir, puis ils sont déjà sortis des critères de convergence qui sont la condition de réussite de l'euro. Donc déjà, on est sûr que la réussite n'est pas au bout du chemin. Mais c'est surtout l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les pays du Sud qui peuvent en sortir. Il faudrait que nous en sortions de concert. Mais ce n'est pas du tout impossible. Et je pense d'ailleurs qu'il faut le faire assez vite parce que c'est comme au restaurant. Vous savez, c'est celui qui sort le dernier qui paye l'addition. Donc il faut mieux pas être les derniers à sortir. Ouais. Et d'ailleurs, les premiers pourraient très bien être l'Allemagne. Le Spiegel suggérait que l'Allemagne n'aurait pas nécessairement intérêt à garder une monnaie qui l'oblige à des solidarités coûteuses. Et elle, si elle rétablissait le mark, ce qui certainement vient à l'esprit de pas mal de gens à Berlin, elle n'aurait pas de problème de crédibilité du mark. Je crois qu'on reverra le mark comme on reverra le franc. Alors justement, je prolonge pour Éric Delbecq la question que je posais sur la faisabilité. Apparemment, il est impossible de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Est-ce que c'est le cas ou... Bon, techniquement, moi je suis toujours un petit peu, pas par goût, pas par choix, mais techniquement, je suis toujours un petit peu sceptique sur la possibilité de sortie de l'euro ou pas. Bon, admettons, hein, soit on peut en discuter, on peut avoir un avis ou l'autre. Ce que je peux concevoir, moi n'étant pas technicien de cette manière, j'hésite quand même globalement à avoir une envie tranchée. Mais ce qui en revanche, moi, me frappe, c'est, pour reprendre, si je ne me trompe pas, la formule de Rousseau, je crois, c'est l'esprit d'escalier dans l'analyse politique. C'est-à-dire qu'on se pose 5 ans, 10 ans, 15 ans après, des questions qu'il aurait quand même été de bon ton de se poser bien avant. Alors, on est allé dans cette direction de l'Europe économique et disons financière pour plein de raisons, pour faire plaisir aux Allemands, pour faire plaisir aux banques centrales, bref, à un tas de gens qui n'auraient pas dû normalement être au cœur de la décision politique. Deuxièmement, on ne s'est pas posé des vraies questions à l'origine, notamment celle de la convergence réelle des économies européennes, parce que c'est bien beau d'avoir une monnaie unique, mais encore faudrait-il savoir si industriellement, commercialement, socialement, il est compatible de mettre tous les pays sous la même monnaie. Visiblement, on aurait quand même pu avoir un certain scepticisme sur cette question et se rendre compte que cette convergence... On l'avait, le scepticisme. Enfin, certains l'avaient, mais en l'occurrence, d'autres ont dit pas de problème, avançons comme un seul homme. Et maintenant, moi je suis très frappé quand j'entends les débats, notamment télévisuels. Moi j'ai le sentiment qu'on a pris 10 ans ou 15 ans en arrière, on voit réapparaître des questions, comme s'il était naturel de se les poser aujourd'hui. Moi je trouve que parfois, il est quand même un petit peu tard pour les avoir. On pourra toujours voir le côté positif, se dire, bon, ben, on peut toujours avoir les débats plus tard, si ça sert à quelque chose et qu'on trouve une solution, c'est très bien. Mais en fait, moi je pense qu'il y a d'abord un problème de timing, et on sait qu'en politique, hein, pour reprendre les leçons même du général de Gaulle, il y a quand même une chose
qui est impératif d'avoir, c'est le sens d'un pragmatisme élémentaire. Donc encore faut-il se poser les bonnes questions au bon moment, parce qu'une réponse qui est possible à un instant A ne l'est pas à un instant B, C, voilà, ou D. Et deuxièmement, moi ça m'amène à une réflexion plus générale, c'est de toute façon, comme dans les montages de meubles en kit mal réussis, une fois qu'on a mal vissé une partie, tout le reste est de guingois. Alors à partir du moment où on a mal posé la question européenne, où on nous explique des choses qui, moi, ça me fait hurler de rire. On nous explique qu'une Europe fédérale, c'est favorable à l'Europe puissance, alors que nous savons bien que l'Europe puissance est une idée française, et que donc si on fait une fédération, donc avec un mécanisme majoritaire, nous serons mis en minorité sur ces idées d'Europe puissance. Donc c'est un non-sens de nous dire qu'une Europe intégrée est une Europe qui est, entre guillemets, gaullienne. On va nous expliquer deuxièmement, que si on est dans une Europe intégrée, on peut avoir des objectifs communs. Nous savons bien qu'une Europe intégrée, ça veut dire également une commission extrêmement puissante, donc des instances non légitimes démocratiquement, qui vont avoir la maîtrise de l'ordre du jour européen. Là encore, je ne vois pas en quoi ce serait favorable aux intérêts de l'Europe puissance quand on connaît un petit peu la cartographie des acteurs au niveau européen. Et ça, cette prise de possession par une Europe sans polémiquer, mais qui est vraiment technocratique, fait qu'on fait de la micro-mesure et on légifère sur l'accessoire. Et surtout, on n'a jamais de grands projets, de grande ambition. Moi, je suis un nostalgique d'un projet avorté qui était le plan Fouché en 61, où on se posait une bonne question. Quels objectifs l'Europe veut atteindre? Et ils peuvent être très ambitieux, bien plus que ceux de l'Europe actuelle. Et en fonction de ça, on pourra avoir des États qui sont prêts à aller de l'avant, parce qu'ils auront, ça rejoint la remarque tout à l'heure d'Alain Laurent, il y aura une culture commune, il y aura une volonté réelle d'aller vers ces objectifs, ce qu'aujourd'hui il n'y a pas. Donc à partir du moment où le débat est à ce point mal monté, je ne vois pas comment on pourrait aborder des questions techniques. Donc pour me résumer et conclure là-dessus, moi ce qui m'avait choqué lors du débat sur la possible constitution européenne, on nous disait, mesdames, messieurs, voulez-vous vous y rendre à cheval, à pied, en métro, à vélo? Oui, bah écoutez, moi je ne sais vous dire comment je vais me rendre quelque part que si je sais où nous allons. Donc, puisque le moyen de transport, c'est pour vous la technique institutionnelle, je suis désolé, tant que je ne sais pas où on va et je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à la question. Et si en revanche vous me dites il faut aller vers l'Europe puissance, eh bien je ne vois pas en quoi on ne m'a pas démontré que l'Europe fédérale était le plus sûr moyen d'y aller. Oui, techniquement et juridiquement, la sortie de l'euro a évidemment une première conséquence sur l'Union européenne, c'est qu'elle détruira, elle rendra caduc le traité dit de Maastricht, créant justement l'Union européenne à la place de la communauté économique européenne. Alors, ipso facto, le traité fondateur, enfin un des traités fondateurs sera rendu caduc. Je veux dire aussi que les partisans de ce qui s'est appelé la construction européenne, formule qu'ils utilisent moins parce qu'elle est un peu glorieuse et très largement démentie par les faits. C'est quand même assez intéressant, on vit un renversement historique, hein, parce que ça a été le credo de toute une génération, je vous ouvre une parenthèse, ça a été le credo de toute une génération. Toute politique intérieure, extérieure, de droite, de gauche a été dominée par la mécanique et la logique supranationale, et elle se casse la figure sous nos yeux. C'est très intéressant. Mais enfin, ils ont voulu, les partisans de cette logique, emboîter les traités les uns dans les autres. Chaque traité rappelant les traités précédents. Évidemment, quand un morceau de l'architecture tombe, c'est l'ensemble de l'édifice qui est mis en péril. Il faut dire que le navire fait eau de toutes parts. Il y a l'euro qui remet en cause, donc même juridiquement, les traités fondateurs. Il y a des interprétations, et notamment venant de l'Allemagne, très intéressantes, notamment, je pense à l'arrêt du 30 juin 2009, par lequel la décision par laquelle la Cour de Karlsruhe a rappelé que l'Union européenne était une union d'États souverains et que conséquemment les décisions prises par l'échelon supranational ne valaient que si elles étaient avalisées par le Parlement allemand. Ça, c'était une reconversion très nette du regard que l'Allemagne
pays fondateur, portait sur l'ensemble, ex post, sur l'ensemble de la construction. C'était déjà un net déséquilibre de la construction initiale, qui peut se comprendre. Marie-France Garot dit des choses très justes dans son dernier ouvrage qui s'appelle Imposture politique sur le sujet. L'Allemagne a utilisé l'Union européenne pour se reconstruire politiquement après la guerre, économiquement aussi, notamment pour briller dans des secteurs où elle n'avait à peu près rien, tel l'aéronautique, pillant d'ailleurs assez largement l'avancée française sous couvert de consortium européen, bref. Et après avoir empoché ses dividendes, le troisième dividende étant purement monétaire, c'est-à-dire la réunification, et le fait d'utiliser une monnaie commune pour que le coût de la réunification soit étalé sur un très grand nombre de pays. Bon, elle a empoché ses dividendes, la réunification, le rétablissement politique et le rétablissement économique. Et puis elle ferme le banc, voilà, elle se retire de la table. Et ça, c'est déjà une atteinte à la logique de l'Union européenne qui fait haut de toutes parts. Je rappelle que dans le traité de Maastricht, il y avait un titre 1 sur la création de monnaie unique et un titre, c'était un autre pilier de ce traité de 92, sur la politique étrangère et de sécurité commune, qui lui aussi a largement volé en éclats. Il n'a pas volé en éclats, mais il s'est perdu dans les sables. On voit bien que l'ensemble de cette construction européenne, qui était encore une fois l'horizon indépassable d'une génération, à partir des années 70, est en train de perdre son élan et de s'enliser. On n'a même pas besoin de parler de la sortie de l'Union européenne, puisqu'elle se quitte elle-même d'une certaine façon. Et il faut accompagner cette révolution intellectuelle. Je pense que le passage de l'horizon supranational à un retour au national, aux fondamentaux de toute politique. Le peuple, il n'y a pas de peuple européen, il y a un peuple français, il y a un peuple allemand, et c'est là qu'il instruit sa politique. Et très certainement générateur d'une nouvelle classe politique qu'il s'agit de repérer, de former. Et on est très certainement dans une mutation. Et de ce point de vue-là, je suis assez optimiste. Il n'y a pas besoin de sortir, comme je sais pas quel personnage de Tintin, en chemise de nuit, en tapant sur une poêle à frire, en disant c'est la fin du monde. Non, c'est la fin d'une génération politique, donc l'avènement d'une autre. Une conclusion, Eric Delbecq ? Oui, moi je suis également toujours intéressé, voire fasciné, par la manière dont certains débats se lient. Et on voit bien effectivement que se posent un certain nombre de questions sur le phénomène de l'intégration de ces nations qu'il pouvait y avoir dans un certain rêve européen. Moi, ce que je remarque, c'est que dans l'aventure supranationale, on n'a pas été capable davantage de penser la coopération des nations que dans un cadre strictement national, puisque tous les supranationalismes, vous verrez, c'est formidable, la supranationalité, ça va nous permettre de faire de la coopération. C'est faux. Donc moi, je pense effectivement que le vrai sujet, c'est comment nous coopérons entre États, puisque la naissance, enfin pas la naissance, mais la cristallisation à laquelle nous avons assisté pendant un certain nombre d'années, c'était une dépossession du peuple, effectivement, des nations, au profit d'instances dont on ne sait pas trop bien d'où elles tirent leur légitimité. Donc maintenant, la question est comment, effectivement, on fait des vraies coopérations entre les États européens, et ça, moi, c'est un rêve à titre personnel que je n'abandonne pas, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Français, Allemands, Italiens, Espagnols, voire également Anglais, pouvons travailler tous ensemble. Après, dans quel cadre institutionnel, c'est à discuter, mais en tout cas, ce que je note, moi, c'est que l'équation qui se désagrège, c'est supranationalité égale, de manière absolue, coopération entre les peuples et les États. Visiblement, ce n'est pas le cas. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci.